Alors moi, je m'appelle Fanta Dramé, j'ai 36 ans et je suis née à Paris dans le 11e arrondissement, mais j'ai vécu toute ma vie dans le 19e, pendant 30 ans du côté de Belleville, sur le boulevard de la Villette, et maintenant juste à côté, rue de Mouzaïa. Et donc je suis née à Paris d'un père mauritanien et d'une mère sénégalaise qui sont arrivés en France pour mon père en 1975 et à ma mère en 1979. Et on a vécu dans le 19e arrondissement comme une famille africaine au pays, c'est-à-dire que je vivais avec mes parents, ma grand-mère paternelle. Donc c'est génial pour un enfant de vivre avec sa grand-mère. Après, je ne sais pas si pour une femme, c'est si simple de vivre avec sa belle-mère, mais bon, écoutez, elle a dû vivre avec elle pendant de nombreuses années. Et je vivais aussi avec la sœur de mon père, parce qu'elle avait perdu son mari et que mon père estimait que sa sœur ne pouvait pas vivre seule avec ses enfants, et mes cousins et cousines. Donc on vivait vraiment comme une tribu africaine pendant toute mon enfance jusqu'à mes 26 ans. Et puis à mes 26 ans, malheureusement, ma grand-mère est décédée brutalement. Elle est tombée de son lit, elle s'est cassé le col du fémur. Et quand on l'a opérée, elle a fait un arrêt cardiaque sur la table. Et donc quand elle est décédée, il a fallu penser à son enterrement et surtout à son rapatriement dans son pays d'origine. Alors mon père est mauritanien, ma mère sénégalaise, mais mon père a construit sa maison familiale au Sénégal. Donc nous, on dit rarement qu'on est mauritanien, d'ailleurs, on est surtout raccroché au Sénégal. Et quand on va en vacances, on va au Sénégal. Et donc moi, j'étais persuadée, mon père était persuadé, toute la famille était persuadée qu'on enterrerait ma grand-mère à Dakar, au cimetière de Yoff, parce que c'était là que ma famille s'était établie. Et finalement, les cousins de mon père, qui estimaient que ma grand-mère étant la plus âgée de la famille, c'était la mère de toute la famille et que ce n'était pas à mon père seul de prendre la décision de son lieu de sépulture, a décidé qu'elle serait enterrée donc à Ajar, dans le village natal de mon père, qui se situe au sud de la Mauritanie. Et donc moi, je ne m'étais jamais rendue à Ajar, et jamais rendue en Mauritanie et encore moins à Ajar. Et c'est vrai que toute petite, nous, on avait une image assez péjorative d'Ajar. Parce que mon père, quand il parlait d'Ajar, c'était uniquement comme un lieu de punition. C'est-à-dire que il nous disait que si on travaillait mal à l'école, on irait déjà vivre en Afrique. Et puis si on travaillait vraiment très très mal, on irait jusqu'à Ajar. Et donc moi, en grandissant, j'avais cette hantise d'Ajar. Je me disais, mais qu'est-ce que ce lieu pour que mon père considère que c'est une punition ultime? Et donc, il a été décidé qu'on enterrerait à Ajar après moult négociations. On décide d'enterrer ma grand-mère à Ajar. Moi, j'étais très très proche de ma grand-mère. Vraiment, on avait une relation fusionnelle comme avec mon père. Et donc, je me sentais obligée de l'accompagner à Ajar. Mais c'est vrai que dans ma famille, personne ne croyait à Fanta à Ajar. Parce que c'est vrai que je suis très très parisienne dans ma façon de vivre. D'ailleurs, chez moi, on m'appelle la petite française. Je ne sais pas... Je n'ai jamais su pourquoi, mais c'est comme ça qu'on m'appelait. Et donc, personne ne pensait que je pourrais aller passer quelques jours à Ajar pour accompagner ma grand-mère. Mais moi, étant très proche d'elle, puis il y a quelques années, elle avait pris la décision de retourner vivre au Sénégal. Et je lui avais promis que je l'accompagnerais pour son départ au Sénégal. Et donc là, je me suis dit qu'il fallait que je tienne une promesse. Et donc, je vais à Ajar. Et là, quand je débarque à Ajar, alors déjà, j'arrive en Mauritanie, c'est tout un cérémonial. Ensuite, on prend la voiture pour aller à Ajar, de Nouakchott. Alors déjà, Ajar, c'est très très loin de la capitale. Et plus on avance vers Ajar, plus toute trace de civilisation disparaît en fait. Vraiment, il n'y a même pas de balise pour indiquer la route. Moi, je me demande encore aujourd'hui comment les chauffeurs faisaient pour trouver le chemin, parce qu'il n'y avait pas de flèche directionnelle, pas de panneaux, pas de balises, rien, mais pour autant, ils arrivaient à trouver ce petit village perdu de Mauritanie. Et donc, j'arrive à Ajar, très tard le soir, donc je ne vois pas encore ce village originel. Et puis le matin, quand je me réveille, je découvre Ajar. Et là, Ajar, c'est très simple, il n'y a strictement rien à Ajar. Il y a vraiment quelques murs en dur qui font 2-3 maisons, une grande mosquée, parce qu'elle est financée par la diaspora mauritanienne. Et il y a une toute petite boutique avec quelques produits occidentaux. Mais quand on arrive, nous, pour les obsèques, il y a une cinquantaine de Parisiens qui arrivent. En fait, au bout d'une heure, la boutique est dévalisée. Il n'y a plus rien dans la boutique parce que les gens qui vivent à Ajar ne consomment pas ce genre de produits. Et nous, les Parisiens, forcément, on est consuméristes. Et donc, voilà, au bout de quelques heures, il n'y a plus rien dans la boutique. Donc, il n'y a strictement rien à Ajar.
Il y a aussi, il y a quand même un homme, c'est le plus âgé de la famille, le grand marabout, qui est installé au sol, entouré de fous, parce qu'on considère qu'il a le pouvoir de soigner les fous. On lui envoie en fait les fous de tous les villages alentours, et comme c'est un grand marabout, c'est lui qui soigne les fous. Donc moi, je suis dans cette atmosphère très étrange. Il y a le décès de ma grand-mère, l'enterrement de ma grand-mère, pardon. Et puis, au milieu de tout ça, je vois mon père qui gère très bien les obsèques, donc que je trouve très très à l'aise, alors que vraiment c'est un univers qui est complètement différent de l'univers dans lequel moi je l'ai vu évoluer à Paris. Et donc je reste bien sûr que 24 heures à Ajar parce que je ne peux pas tenir plus. Il n'y a pas de wifi, il n'y a pas de coca, il n'y a rien qui puisse me faire rester dans ce village. Mais quand je rentre à Paris, je me pose une question très simple, c'est comment est-ce que mon père a pu vivre 20 ans dans ce village? Comment est-ce qu'il a décidé de quitter ce village pour tenter sa chance en Europe? Alors que comme il a eu une éducation en arabe, il ne sait pas lire, pas écrire le français. Bien sûr, il n'a pas de papier. Et en 1975, et encore aujourd'hui, il ne suffit pas d'aller dans une ambassade, de demander un titre de séjour, puis on peut débarquer à Paris. Et donc, je demande à mon père de me raconter son histoire parce que je ne la connais pas. Et puis, moi, j'avais imaginé que mon père était arrivé en France en empruntant les papiers d'un de ses cousins, parce que quand j'étais jeune, c'est un peu comme ça que ça se faisait. C'est comme ça que mes oncles étaient arrivés, en tout cas en France. Et en fait, je me rends compte que son parcours est tout autre. Et je découvre un parcours qui est vraiment extraordinaire, dans le sens qui sort de l'ordinaire, parce que c'est vrai que les gens ne s'en rendent pas compte aujourd'hui. L'immigration, c'est vu un peu comme c'est vu de manière très péjorative, mais un exil, c'est pas du tout quelque chose d'anodin. Quitter son pays pour tenter sa chance dans un pays qui est totalement différent, dont on ne maîtrise absolument pas les codes, un pays où on n'est pas forcément attendu, et tout ça avec sur le poids, sur le dos, pardon, le poids de toute une famille qu'il faut aider, parce que mon père, il arrive en France, il doit aider sa famille qui est restée en Mauritanie à Ajar. Et donc, je me dis, mais comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'un jour on décide de quitter son pays et on s'engage dans une entreprise qui est aussi compliquée sans avoir la certitude d'y arriver? Et donc, je demande à mon père de me raconter son histoire. Alors au début, lui, il est très enthousiaste parce que bon, il adore raconter des histoires, il passe son temps. Les Africains adorent raconter des histoires et mon père le fait aussi beaucoup. Mais donc il me dit comment tu vas faire? Je dis tu vas me raconter ton histoire, je vais prendre des notes et puis après, au fur et à mesure, je vais écrire. Donc bon, personne ne croit à ce projet dans ma famille, bien sûr. Tout le monde pense que je fais ma petite Française qui veut écrire un livre, alors que vraiment c'est pas dans notre façon de faire, disons. Mais moi, c'est vrai que j'abandonne pas et je continue. Et donc, je commence à interroger mon père. Bien sûr, le début de mon roman, c'est le décès de ma grand-mère parce que c'est de là que tout part, en fait. C'est à partir de là que moi, je décide d'aller à Ajar. Et sans ce décès, j'y serais jamais allée en réalité. Et donc, je commence avec le décès de ma grand-mère et vraiment, mon texte suit vraiment la chronologie des événements. Et donc, mon père commence à me raconter son enfance. Donc, il est né à Ajar. Il ne sait pas à quelle date il est né, parce qu'il vient d'un village reculé de Mauritanie. Et à cette époque, c'est vrai qu'il n'y a pas d'état civil. Donc on annonce à la famille qu'un enfant est né, mais on ne l'annonce pas forcément à l'état civil. On est en 1949, on sait qu'il est né en 1949, on ne sait pas trop à quelle date. On n'arrive pas trop on n'arrive pas trop même à situer Ajar, parce que moi, je me suis rendue en Mauritanie là en décembre. Et quand j'ai dit que je racontais l'histoire de mon père qui venait d'Ajar, il y a des Mauritaniens qui pensaient que j'avais inventé ce village et qu'il n'existait pas. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il n'y a que les Dramés qui connaissent le village d'Ajar. Et donc, on ne sait pas trop où il est né, on ne sait pas trop quand il est né. Donc, ça commence vraiment dans un monde très fantastique, j'ai l'impression. Et donc, il me raconte qu'il est né, qu'il a 4 sœurs, qu'il n'a pas de frère, comme c'est un garçon, on l'envoie seul à 6 ans au Mali faire l'école coranique sans sa famille. Il reçoit de temps en temps des lettres de sa mère qui lui dit que tout va bien. L'école aussi écrit à mes grands-parents pour lui dire que tout se passe bien, mais il n'a pas de contact direct avec sa famille. Après 7 ans, je crois, d'enseignement à l'école coranique, il rentre à Ajar, où il continue sa scolarité, et puis il perd son père. Et comme il perd son père et que c'est le seul garçon de la famille, il devient chef de famille. Donc c'est à lui de prendre en charge sa famille. Et donc forcément à Ajar, même s'il a une éducation en arabe, c'est pas quelque chose qui lui permet de survivre. Et donc il prend la décision, comme tous les hommes de cette génération, de tenter sa chance en Europe.
bien sûr, il n'y a pas de vol Ajar-Paris. Donc, pour le coup, il va déjà à Dakar, où il y a la famille de ma mère. Et c'est là qu'il s'établit pendant quelques mois, le temps de rassembler assez d'argent pour payer un passeur qui lui ferait traverser la Méditerranée direction la France. Donc, il arrive à rassembler cet argent grâce aux tontines qu'on fait souvent dans la communauté africaine. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de personnes qui se réunit, qui décide d'une somme à l'avance, c'est-à-dire qu'on a une caisse, on met chacun, disons, 100 € dans la caisse, et puis et à la fin de chaque mois, une personne récupère tout l'argent de la caisse. Donc mon père touche l'argent de la tontine et peut payer un billet pour aller en France. Et donc il arrive en fait en bateau, alors que moi j'étais persuadée qu'il est arrivé en avion, Roissy-Charles de Gaulle, et puis voilà, tout était très simple. Là, j'apprends que mon père arrive dans un bateau, qu'il est caché, c'est extrêmement compliqué. Et même pour moi, qui suis quand même issue de l'immigration, c'est quand même, et qui voit aujourd'hui encore des hommes qui arrivent comme ça, c'est très étrange pour moi d'accepter l'idée que mon père soit arrivé comme ça, de manière aussi difficile. Il arrive, écoutez, il y arrive. Il arrive à Marseille, il prend un train pour Paris. Et là, il pense qu'il est arrivé. Et en réalité, en fait, c'est là que tout commence. Parce que une fois qu'on arrive à Paris, on n'a pas un travail. Comme on lui disait quand il était au pays, quand tu vas arriver en France, tu vas trouver très vite un travail, un appartement. Au bout de 5-6 ans, tu te seras fait. Et puis, tu pourras retourner en Mauritanie et commencer vraiment ta vie. En réalité, c'est très, très compliqué. C'est-à-dire que quand on arrive en France, il faut trouver un travail. Mais pour trouver un travail, il faut avoir des papiers. Mais pour avoir des papiers, il faut avoir un travail. Donc, il y a comme ça un serpent qui se mord la queue. Et en fait, ça devient kafkaïen pour lui. Et donc, il arrive dans un foyer Sonacotra où il n'y a que des hommes qui sont comme lui en exil dans un pays totalement étranger. Il arrive à trouver un travail de bagagiste à Roissy où en fait, on ne lui demande pas de parler, de lire et d'écrire. Voilà, on n'attend de lui que la force de ses bras. Et c'est comme ça qu'il commence à travailler. Et il me dit, lui, qu'en tout cas, quand il commence à travailler, tout l'argent qu'il a, il garde très peu d'argent pour lui, de quoi s'habiller et se nourrir, mais tout l'argent qu'il a, en fait, il l'envoie en Mauritanie pour ma grand-mère, donc sa mère, et ses sœurs. Donc, il travaillait comme ça pendant des années, vraiment sans aucun loisir, juste le travail, le foyer. Et puis un jour, il apprend qu'à la mairie du 19e arrondissement de Paris, on donne des cours de français aux immigrés qui arrivent. Et donc, il suit les cours du soir de la mairie du 19e. Il commence à apprendre le français, à lire, à écrire. Mais bon, il est toujours sans papier, il a toujours un travail assez précaire, il fait de l'intérim. Et puis, au bout d'un moment, alors quand il commence à travailler, c'est qu'on lui prête les papiers d'un tiers. Puis au bout d'un moment, on lui dit qu'on peut lui faire de faux papiers à son nom, ce qui serait beaucoup plus simple pour lui parce que grâce à ça, il va pouvoir… Alors à l'époque, ce n'était pas encore les passeports biométriques, etc., où il n'y avait pas d'empreinte. C'est la photo d'un homme et puis, les gens n'arrivent pas forcément à distinguer les noirs. Ouais, pour les gens, tous les noirs se ressemblent. Donc mon père, il a de faux papiers à son nom, il arrive même à voyager. Il retourne au Sénégal. Et il épouse ma mère, tout va bien, mais il rentre à Paris de nouveau seul parce que ma mère n'a pas de papier pour l'accompagner. Et il continue sa vie comme ça, de labeur, où voilà, il travaille, il envoie de l'argent à sa famille. De temps en temps, il retourne au pays avec des valises pleines de tout ce qu'on peut trouver en France pour faire croire qu'on a réussi, même si en réalité, on n'y est pas du tout arrivé. Et puis, grâce à des décisions politiques qui changent la vie, c'est vrai que les gens aujourd'hui ne croient pas trop à la politique, mais il y a eu certains moments en France où il y a des décisions politiques qui vraiment ont changé des vies. Quand Mitterrand arrive au pouvoir en France, ça change la vie vraiment des sans-papiers, parce que lui, il arrive, il décide de régulariser tous les sans-papiers, sans qu'ils aient à justifier comment est-ce qu'ils sont arrivés dans le pays. Il faut juste dire qu'ils ont un travail et un logement. Et là, on peut les régulariser. Donc, mon père va bénéficier de cette régularisation des sans-papiers. Et donc, un jour, il va à la préfecture comme n'importe quel Français. Il remplit un dossier classique. Alors, au début, il ne sait pas trop s'il doit mentir ou pas. Voilà. Il ne sait pas s'il doit mentir sur sa date d'arrivée, sur sa date de naissance, sur plein de choses, en fait. Mais on lui dit que, bon, là, ce n'est pas bien grave. Maintenant, tout s'arrange. Donc, il finit par avoir cette nationalité française en 93
Et il insiste beaucoup pour dire qu'il n'a pas été naturalisé français, il a été réintégré à la nationalité française. Parce que mon père est né en Mauritanie en 49, un pays qui était français à l'époque. Et donc, quelque part, il était français quand il est né, même s'il n'a jamais demandé cette nationalité, même si après on lui a jamais proposé. Et donc, en 93, en fait, il est réintégré à la nationalité française. Et donc, il vit en France avec des papiers français. Il commence à avoir des enfants qui sont nés en France. Et puis là, c'est là que ça commence à se compliquer parce que mon père, quand il arrive en France, il est persuadé qu'il vient, comme tous les immigrés, travailler quelques années et ensuite retourner dans son pays. Sauf que, alors déjà, plus on avance, je pense que déjà le fait qu'il ait des papiers français à son nom qui soient régularisés, ça a retardé son retour au pays parce que quand on n'a pas la crainte d'être rapatrié, d'être renvoyé, d'être expulsé, on prend un peu plus ses aises dans son pays d'accueil et on fait sien son pays d'accueil. Mais même si on fait sien son pays d'accueil, on est persuadé qu'on va élever ses enfants de la culture africaine. Donc moi, j'ai grandi, quand j'étais petite, on mangeait que de la nourriture sénégalaise, on écoutait que de la musique sénégalaise, on regardait, grâce à la parabole qui était dans notre balcon, on ne regardait que des chaînes sénégalaises. Et c'est quand on commence à rentrer à l'école qu'on est confronté à la culture de notre pays d'accueil. Et là, c'est vrai que mon père se rend compte que même s'il essaye d'élever ses enfants dans la culture de son pays d'origine, parce qu'il ne veut pas s'oublier et que même s'il a quitté son pays, il n'oublie pas d'où il vient, bah voilà, il a quelque chose en face de lui qui est aussi fort et aussi grand que lui, qui grappille un petit peu dans son éducation. Et c'est vrai que moi, j'ai grandi avec un père très hostile au début à cette part de France qui entrait en nous. Par exemple, moi, quand j'étais petite, on ne fêtait pas Noël. Pour lui, c'était une aberration. Il était hors de question qu'on fête Noël. C'était une fête qui allait à l'encontre de ce en quoi il croyait, parce que nous, on est musulmans et que fêter la naissance du Fils de Dieu, pour lui, c'était inconcevable. Mais petit à petit, en fait, il commence à céder. Et puis là, maintenant, c'est lui qui choisit la dinde, c'est lui qui va acheter la dinde, c'est lui qui choisit les bûches, etc. Donc, petit à petit, c'est vrai que, alors même qu'il était très dur, très rigide dans son éducation, il commence à lâcher du lest. Puis même lui, il commence à vivre comme un Français, c'est-à-dire quand il se déplace dans Paris, on dirait Anne Hidalgo, quoi. Il est vraiment chez lui, il n'y a aucun souci. Il est aussi à l'aise à Paris qu'à Aja. Et donc, il a mis au monde des enfants qui sont français aujourd'hui, qui vivent comme des Français, même si on a bien sûr cette part de notre pays d'origine. Il a 76 ans aujourd'hui. Il dit encore qu'il va rentrer chez lui. Mais bon, j'ai envie de vous dire, là, depuis 75-2023, nous, on n'y croit plus trop. Mais il a encore, comme tous les immigrés, ce truc du retour au pays qu'il ne fait pas parce que, en réalité, ce sont des hommes et des femmes qui ont beaucoup plus vécu dans leur pays d'exil que dans leur pays d'origine et que quoi qu'ils pensent, quoi qu'ils fassent, ce sont des Français à part entière. Et malheureusement, pourquoi est-ce que moi j'ai décidé d'écrire ce roman, c'est que j'estime qu'on n'a jamais raconté l'histoire de ces gens qui sont pourtant des personnes à part entière de notre société, puisque quand il y a eu le Covid, moi, mon père est éboueur, ma mère caissière, ces gens-là, en fait, ont continué de travailler, donc ils sont essentiels à notre société. Et pour autant, on les a toujours laissés dans les angles morts, on ne s'est jamais intéressé à leur parcours, on a toujours pensé qu'ils venaient en France voler le travail des Français, profiter des aides sociales. Clairement, mon père, effectivement, il a touché des aides sociales, mais aujourd'hui, il a des enfants, il a eu 10 enfants qui payent tous des impôts, qui sont tous intégrés à la société et quelque part qui rendent aussi ce qu'on lui a donné. Donc j'avais envie, moi, de un peu redorer le blason de ces hommes-là. Et même si je raconte l'histoire de mon père, c'est un roman qui est très singulier, c'est vraiment centré sur ce qu'a vécu mon père. Je crois que ça raconte aussi l'histoire de plein d'autres hommes et plein d'autres femmes qui ont fait ce parcours-là. Et c'est un parcours qui est vraiment extrêmement difficile. Vraiment, moi, j'avais à cœur de montrer aux gens qu'il ne suffisait pas d'arriver à Paris et de toucher la CMU, les aides sociales, etc., comme les gens le pensent aujourd'hui. C'est vraiment beaucoup de travail, un dur labeur. Et surtout, moi, encore aujourd'hui, mon père, alors que voilà, il a passé la majeure partie de sa vie en France, il touche une retraite, il vit convenablement. Il a toujours cette idée il n'y est pas totalement arrivé parce qu'il y a encore des gens à aider dans son pays d'origine. Et en fait, j'ai le sentiment que ces gens-là ne pensent jamais à eux, que c'est jamais un moment où ils se disent c'est bon, j'y suis arrivé, maintenant c'est à moi, il faut que je pense à moi, il faut que je... Non, il y a toujours cette idée il faut qu'il y a quelqu'un d'autre à aider au pays, il faut que j'aide ci, il faut que j'aide ça, il faut que j'envoie ci. Donc, si vous voulez, c'est une vie de sacrifice, mais jusqu'au bout. Il n'y a aucun moment où
où ça y est, on est arrivé, on peut se poser et dire, voilà, on peut souffler. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai écrit ce roman. J'étais persuadée qu'il toucherait que les enfants d'immigrés subsahariennes ou d'Afrique du Maghreb. En réalité, j'ai eu la chance de faire plein de salons et j'ai rencontré des gens même qui venaient d'Europe du Sud et qui avaient vécu les mêmes difficultés parce que eux aussi, quand ils sont arrivés, il y avait une forme de racisme. Je pense aussi que même quand un provincial arrive à Paris, c'est aussi une forme d'exil parce que moi, je sais que je suis à l'Éducation nationale, on a beaucoup d'enseignants qui viennent d'autres régions et qui, quand ils arrivent à Paris, ils sont aussi un peu perdus, ils savent pas trop comment ça fonctionne. Donc voilà, la question de l'exil, c'est quelque chose qui est universel, qui est très très large. C'est pas seulement quitter l'Afrique pour aller en Europe. Il y a plein de formes d'exil. Et voilà, et c'est pour ça que je rends hommage à ces hommes et à ces femmes aujourd'hui. Voilà. Je parle très vite toujours, mais voilà. Je voulais pas trop spoiler le livre, donc j'ai éludé quelques passages, mais après, voilà. Voilà. Il y a un personnage aussi qui a aidé votre papa, c'est votre maman en fait. Exactement. Alors à chaque fois, on me reproche de ne pas parler de ma mère, alors que ma mère, elle a un rôle. Mais à chaque fois, on me dit ça. Et pour autant, en plus, ma mère, elle a un rôle très important parce que quand elle arrive en France, alors déjà, elle vit avec sa belle-mère. Franchement, l'épreuve que ça a été. Si j'adore ma grand-mère, mais bon, vivre avec sa belle-mère, ça doit pas être simple. Mais elle arrive en France, elle se marie. Alors, c'est des mariages qui sont un peu arrangés. C'est-à-dire que moi, mon père, dans le livre, il me dit, moi, je dis, mais attends, mais ma mère, tu l'as vue 2-3 fois. Enfin, t'as vécu avec elle un moment, mais tu la connais pas. Et ma mère, elle te connaît pas. Et vous, vous êtes quand même mariés. Et il me dit, non, mais toi, tu penses comme une Française. Tu crois qu'il faut fréquenter quelqu'un pendant 10 ans et après se marier. Nous, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Nous, les familles sont d'accord. On est d'accord sur comment est-ce qu'on veut élever nos enfants, comment est-ce qu'on veut avancer dans la vie. Ça suffit amplement pour se marier, il n'y a pas besoin de plus en fait. Et donc elle arrive en France, dans un pays qu'elle ne connaît pas non plus, vivre avec un homme qu'elle a très peu connu, sans sa famille. Elle s'installe, elle a des enfants seuls, c'est-à-dire qu'elle n'a pas sa mère qui l'aide à élever ses enfants. Et puis un jour, elle en a marre quand même, ma mère, et elle veut travailler. Sauf que dans l'esprit de mon père, qui est issu d'une société très patriarcale, les femmes ne travaillent pas, c'est lui qui travaille, qui ramène de quoi s'occuper de la famille, elle s'occupe des enfants. Mais ma mère, elle n'accepte pas cette chose-là parce qu'elle ne veut pas rester enfermée chez elle, elle veut aussi vivre comme tout un chacun. Et en fait, elle cherche un travail. Et mon père s'oppose jusqu'au bout au fait qu'elle se mette à travailler. Pour elle, si elle travaille, elle va vouloir payer son loyer, et après elle va vouloir prendre le pouvoir dans la famille, et puis lui, il ne peut pas accepter ça. Il n'est pas venu en France pour exactement. Donc, mais bon, ma mère, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, et qui en fait, sans l'autorisation de mon père, décide de travailler, et a travaillé toute sa vie en tant que caissière sans aucun souci. Et puis, effectivement, elle travaillait, mais elle a dû aussi gérer l'éducation de ses enfants, de ses neveux et nièces, etc. Donc, c'est aussi un personnage très important, très fort. C'est pas sur elle que j'ai écrit, voilà. Mais mon père estime qu'elle a eu une vie beaucoup plus simple. Il dit, elle est arrivée en France, il y avait un appartement, elle avait un mari qui travaillait, donc il estime qu'elle n'a pas eu tant d'épreuves que ça. Mais en réalité, il y a des épreuves qui sont pas forcément, il y a des épreuves qui sont beaucoup plus cachées et beaucoup plus et qui peuvent être aussi difficiles. Donc oui, je ne parle pas de ma mère. Il y a un chapitre très important sur elle, je vous rassure. Mais c'est vrai que ce n'est pas le personnage central. Peut-être à se sentir mieux en exactement. France, disiez, Exactement. Noël, je pense qu'elle a été incontournable dans le parcours de mon père, bien sûr. C'est-à-dire que mon père, au début, il est seul en France. Il commence à vivre très mal le fait de vivre en France seul. Et puis ma mère, c'est aussi une compagnie qu'on lui apporte et une personne qui connaît son mode de vie, qui est issue de la même culture, qui partage ils ont beaucoup de choses en commun. Et donc forcément, ça a été un pilier dans le parcours de mon père. Voilà. Il a fini par accepter qu'elle travaille, mais elle lui a pas trop laissé le choix. C'est-à-dire qu'en fait, elle a passé un entretien à Monoprix, elle a été prise, elle est allée acheter ses vêtements et puis voilà, un jour, elle est allée travailler. Et lui, en plus, on vivait déjà avec ma grand-mère, donc devant sa mère, il avait l'impression que voilà, sa femme lui manquait de respect parce que comment je lui dis de ne pas aller travailler, elle va quand même aller travailler. Mais bon, au final, voilà, il a fini par accepter. Et puis voilà, au bout d'un moment, en fait, au début, les immigrés, quand ils arrivent, ils sont persuadés qu'ils vont vivre à l'extérieur comme ils vivent chez eux. Et après, au bout d'un moment, ils lâchent du lest et ils finissent par vivre comme le français moyen. Et il faut juste laisser le temps à ces personnes-là
de s'installer, d'intégrer l'idée qu'au bout d'un moment, euh, leur culture va se dissoudre dans une autre culture. Et ça, c'est pas forcément facile à accepter. Moi, je parle très mal la langue de mes parents. J'imagine que quand j'aurai des enfants, ils parleront pas cette langue-là. Et je peux comprendre que ce soit une angoisse pour ces hommes et ces femmes de se dire qu'un jour, peut-être, leur langue va disparaître, leur culture va disparaître, leurs traditions vont disparaître. Donc voilà, laissons le temps aux immigrés, laissons-leur déjà le temps, la chance de garder aussi ce qu'ils sont, et laissons-leur le temps d'intégrer voilà, la culture de leur pays d'exil. Moi, je ne suis pas pour l'assimilation, je suis pour au plus l'intégration. Voilà, vivre avec ces deux cultures, mais le fait de s'effacer totalement pour vivre dans un autre pays, je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Pas du tout même d'ailleurs. Comment il a vécu, lui, son retour à Ajar, du coup, après tant de temps Alors lui, il y allait quand même de temps en temps parce que dès qu'il y avait un décès, il retournait à Ajar. Donc c'est vrai que moi, ce qui m'impressionnait beaucoup, c'est que je le trouvais très très à l'aise, aussi bien, il est très à l'aise aussi bien à Ajar qu'en France. Et cette façon d'être un caméléon comme ça, voilà, et je pense aussi que nous, enfants d'immigrés, on est aussi des caméléons, qu'on ne se comporte pas de la même manière selon l'endroit où on est. Enfin, moi, je sais que je m'adapte un petit peu en fonction des gens avec qui je suis. Souvent, on dit que les enfants d'immigrés ont le cul entre deux chaises. Moi, je pense qu'on a le cul sur les deux chaises et qu'on jouit aussi bien de la culture de notre pays d'origine que de la culture du pays dans lequel on est né. Voilà, donc eux s'intègrent très bien. Bon, il sera toujours plus mauritanien que français, je pense, mais ils s'intègrent très bien à ces deux lieux. il y a des petites choses qui se disent, ah oui, non, mais en fait, au bout d'un moment, enfin, c'était dans sa culture, et puis à force de... Bah alors moi, c'est plus ma mère. Par exemple, ma mère, elle ne veut pas aller en Afrique parce qu'elle dit qu'il fait trop chaud. Bon, à chaque fois qu'elle va au Sénégal, non, il fait trop chaud, et puis elle boit pas l'eau du robinet, elle vient avec plein de médicaments, alors que mon père, lui, quand il va au Sénégal, ou en Mauritanie, il se sent vraiment comme chez lui. Ma mère, elle est beaucoup plus française dans sa façon d'être. Lui, moins, mais ma mère, elle, clairement, c'est devenue une Parisienne à part entière, mais j'étais avec elle au Sénégal il y a 2 ans. Et en fait, je lui ai demandé où se trouvait je ne sais plus quoi. Et elle m'a dit, non, mais je sais pas. Et je lui ai dit, non, mais je sais pas, c'est ton pays quand même. Elle m'a dit, non, mais moi, j'ai vécu que 20 ans au Sénégal et 45 ans en France. Donc, en fait, c'est plus mon pays. Moi, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Je ne sais pas où se trouvent les boutiques. Le pays aussi a évolué. Et puis, elle y a vécu finalement que 20 ans. Et elle a passé la majeure partie de sa vie en France. Surtout, elle a vécu Voilà. au début de jeune. C'est ça, voilà, de ses 0 à 20 ans. Donc, exactement. Donc voilà, quand elle est au Sénégal, elle est un peu comme moi. Bon, alors, elle maîtrise la langue, elle maîtrise quand même les codes, mais elle est sur certains points un peu perdue, quoi. Mais sur les traditions, quand même, elle a gardé quand même les traditions, surtout ce qui renvoie aux femmes. Par exemple, dans la tradition sénégalaise, pour le mariage, il y a toute une cérémonie qui concerne les femmes et elle tient beaucoup à ça. C'est-à-dire que mes grandes sœurs qui se sont mariées, elles ont respecté les coutumes, le mariage coutumier sénégalais. Donc tout ce qui renvoie je crois, à la femme sénégalaise, elle l'a gardé. Puis après, bon voilà. Et comment votre livre a été accueilli dans la famille? Parce que j'imagine qu'avec 10 enfants, chacun doit avoir un regard différent. Exact. Alors au début, personne ne croyait à l'écriture de ce roman. Voilà. Ce qui a été difficile en fait, c'est que alors, je vous déconseille d'écrire sur votre famille, parce que quand on écrit sur sa famille, on blesse toujours des gens qui estiment qu'ils méritaient un chapitre, ils méritaient quand même un livre. Et en fait, voilà. Et quand j'ai commencé à écrire, je voulais contenter tout le monde. C'est-à-dire que je voulais que chacun ait une part dans le roman, comme un gâteau. Et en fait, après, je me suis dit, non, mais je n'arriverai jamais à contenter tout le monde. Et puis, en fait, j'écris pas pour ça. Moi, j'écris pour raconter l'histoire de mon père. Donc, j'ai fini par écrire pour moi. Et alors, à la sortie de mon roman, ceux dont je parle étaient très fiers et trouvaient que c'était vraiment un roman extraordinaire. Et franchement, mais comment j'ai pas cru en toi? Et ceux qui ont juste une petite ligne, ouais, mais bon, franchement, il y a des passages quand même. Il y a des épisodes, t'en as pas parlé. C'est très important dans la vie de papa. Parce que ce sont des épisodes auxquels ils appartenaient. Donc voilà, mais dans l'ensemble, quand même, ça a été très bien reçu. Ça a été très bien reçu en Mauritanie, au Sénégal, où... Alors, c'est vrai que pour les immigrés, passer à la télé, par exemple, c'est quelque chose de fou. Voilà. Donc, mon père m'a vu à la télé. J'ai eu un reportage sur Arte où il y avait des photos de mon père jeune. Et c'est-à-dire qu'il y avait des gens à Ajar qui ont envoyé la vidéo à mon père à Paris. Et donc, c'était complètement fou. Et je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de fierté, beaucoup de... Voilà, beaucoup d'orgueil parce que
je pense que mon père, il est arrivé en France, il savait pas lire, pas écrire. Aujourd'hui, il a des enfants, on travaille, on est tous fonctionnaires déjà, donc ça, il en est très fier. Et puis moi, je suis enseignante et j'ai écrit un roman pour lui. Enfin, au départ, c'était pas du tout ce qui était prévu. Et je pense qu'il y a beaucoup de fierté et beaucoup d'orgueil. Mais c'est vrai qu'il a été quand même bien reçu. Voilà, dans l'ensemble. Alors mon père ne l'a pas lu parce que même s'il sait lire et écrire, il peut pas lire un roman de littérature, ce serait trop compliqué pour lui. J'espère qu'il sera traduit en arabe parce que c'est la langue qu'il maîtrise le mieux. Mais voilà, on lui raconte ce qui est dit dans le roman et puis voilà. Je crois qu'il est content. Je crois, oui. Et Ajar, est-ce que c'est un village qui a évolué ou... Non, honnêtement, non. Alors, ils ont la Wi-Fi, mais parce qu'ils sont tout près du Sénégal et en fait, ils ont des puces sénégalaises. Mais sinon, non, honnêtement, ça n'a pas évolué. Alors maintenant, les gens sont persuadés que je suis millionnaire parce que j'ai écrit un roman. Et donc, on me dit, est-ce que tu peux construire un hôpital à Ajar, une école? Je leur dis, non, mais alors là, franchement, écrivain, c'est pas du tout ce qui rapporte. Mais il y a un autre village près d'Ajar qui est Djagili, où clairement la diaspora française a beaucoup fait pour ce village. Et c'est vrai qu'on appelle ça le Petit Paris maintenant. Mais Ajar, écoutez, même les Mauritaniens ne connaissent pas Ajar. Donc autant vous dire que c'est un endroit assez perdu. Et c'est vrai que ça n'a pas joui de la notoriété de Djagili. Et non, ça n'a pas encore évolué. Mais il y a très peu de gens à Ajar. Mais pour le coup, alors, il y a quand même cette idée il faut qu'il y ait quelqu'un qui garde le village. Et à chaque fois, c'est le plus âgé de la famille qui retourne à Ajar pour y vivre. Donc là, il y a quelques années, quand le grand marabout est décédé, quelqu'un d'autre est allé à Ajar. Quelqu'un qui vivait à Paris, qui du jour au lendemain a dû faire ses bagages pour aller vivre à Ajar. Je ne sais pas comment il a fait. D'ailleurs, le jour de son départ, il répondait plus au téléphone. Et moi, je me suis dit, c'est sûr, il a fugué. Il ne voulait pas retourner à Ajar. Et un jour, ce sera le tour de mon père. Et mon père me dit qu'un jour, lui aussi, il retournera vivre à Ajar pour garder le village. J'y crois pas une demi-seconde. Mais écoutez, si ça arrive, je pense que ce sera un sujet pour faire un deuxième roman, en tout cas. Ils doivent être relativement pauvres, alors les gens, s'il n'y a rien... En fait, les gens, il n'y a rien à Ajar, mais ils sont pas pauvres parce qu'ils vivent de ce que leur envoie la diaspora. C'est-à-dire que chaque mois, on leur envoie de l'argent grâce à Western Union, etc. Donc, en fait, ils vivent convenablement, mais ils vivent de ce que leur envoient les gens à l'étranger. Mais sinon, à Ajar, non, il n'y a pas grand-chose. Voilà. C'est très particulier. Surtout quand on vient de Paris, moi, ça a été un bouleversement... Après, je suis sûre qu'en France aussi, il y a des petites bourgades comme ça, un peu perdues. Mais voilà. Et vous l'avez démarré il y a longtemps, le roman? Alors, ma grand-mère est décédée en 2013. J'ai acheté un cahier en 2014. Où tout de suite, j'avais le titre. J'ai écrit Ajar Paris by Fanta Dramé. Je me souviens, je l'avais posté sur Instagram. J'avais eu 3 j'aime parce que personne autour de moi croyait à ça. Et pendant des années, j'ai écrit le premier chapitre et j'arrivais pas à aller au-delà du premier chapitre parce que voilà, c'est très compliqué. Écrire un roman, en fait, c'est un exercice qui est très difficile. Moi, je pensais que j'allais arriver. Je m'étais dit, je vais écrire un chapitre par jour. En fait, on n'écrit pas du tout un chapitre par jour. Parfois, on écrit 3 lignes en 2 heures et on est content d'avoir fini ces 3 lignes. Et un jour, je me suis dit, comme mon père a commencé à me réclamer le roman, alors t'as fini ton roman, j'avais l'impression que c'était une dette. Et du coup, je me suis dit, bon, ne lis plus le premier chapitre et tu avances. Et là, j'ai commencé à écrire, mais vraiment, c'était très régulier. C'est-à-dire que je me forçais dans mon emploi du temps. Je mettais des plages horaires de 2 heures où, quoi qu'il arrive, il fallait que j'écrive. Même si j'écrivais pas grand-chose, il fallait que j'écrive. Et donc, je l'ai écrit en 10 mois. Et après, il y a eu tout le travail de relecture, etc. Mais je l'ai fini en 10 mois et après, il fallait retravailler plein de choses. Et puis le truc, c'est que mon père, comme il est à la retraite, maintenant, il va souvent au Sénégal. Et parfois, il n'était pas là, il ne pouvait pas me raconter ce qui se passait. Donc, je manquais de matière pour raconter la suite. Donc, voilà, j'ai dû aussi jongler avec ça. Mais alors, je vous ai dit qu'il ne fallait pas écrire sur sa famille, mais c'est extrêmement intéressant quand même de s'intéresser. Parce que moi, s'il n'y avait pas eu le décès de ma grand-mère, je n'aurais jamais su le parcours qu'a entrepris mon père pour arriver en France. Je raconte une anecdote dans le roman. J'ai une petite sœur qui est née en 2001 et qui, donc, quand elle est née, mon père était quand même installé en France. Et puis un jour, elle regarde un reportage sur les gens qui arrivent en France, les migrants. Et en fait, elle dit « Oh, mais pourquoi ils viennent ici ?» Elle est un peu perturbée. Et mon père lui dit « Non, mais moi aussi, j'étais un sans-papier. » Et en fait, elle était extrêmement choquée de savoir que mon père aussi avait pris un jour un bateau. Bon, c'était pas les bateaux de fortune qu'on voit aujourd'hui, mais que mon père un jour avait été sans-papier en France. Elle était persuadée que mon père était né en France, français, ou avait eu des papiers très vite.
Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, en moins d'une génération, il y a toute une histoire qui peut disparaître. Et donc, c'est très important de s'intéresser à l'histoire de nos parents. Moi, j'ai un regret, c'est que j'aurais dû poser des questions à ma grand-mère parce qu'elle a vécu toute sa vie avec moi. Et je suis sûre qu'elle a eu une vie, mais totalement différente de celle que nous, on a vécue. Elle regardait tout le temps les Feux de l'amour. Elle était fascinée par les Feux de l'amour. Et à chaque fois, en plus, elle parlait pas français. Donc, on devait lui raconter les épisodes, lui traduire les épisodes. Alors que nous, on parlait pas bien soninké. Et en fait, je pense qu'elle était fascinée par ça parce que pour elle, elle ne comprenait pas cette vie-là. C'était tellement aux antipodes de ce qu'elle avait vécu elle. C'est-à-dire que par exemple, il y avait un épisode où il y avait un avortement. Elle ne comprenait pas l'idée de l'avortement. Elle ne savait même pas que ça existait. Elle m'a dit, mais pourquoi elle couche avec son mari si elle ne veut pas d'enfant? Et je dis, bon, pour d'autres raisons, visiblement, mais ouais, elle ne comprenait pas. Il y a plein de choses qu'elle n'intégrait pas parce que ça ne faisait absolument pas partie de son monde, en fait. Voilà, mais bon, vraiment, il faut s'intéresser à ces parcours parce que c'est enrichissant, on découvre des choses improbables, mais et qui font aussi partie de notre histoire. Et quelquefois, c'est difficile parce qu'en fait, ce sont des personnes qui sont très pudiques. Exactement. Et qui n'ont pas l'habitude de parler d'eux. C'est ça. Il y a une espèce aussi d'humilité par Exactement. rapport à leur parcours. Et quelquefois, c'est difficile aussi de... Mais Hajar Paris, justement, c'est un roman parce qu'il y a plein de choses que mon père ne voulait pas me raconter. Il me disait, non, mais ça te regarde pas. Même la rencontre avec ma mère, comme il y a beaucoup de pudeur en plus dans cette culture, il ne voulait pas qu'on en parle. Moi, j'en ai quand même parlé. Quand il arrive en France, je lui dis, mais qu'est-ce qui t'a vendu le ticket pour prendre le bateau? Il me dit, ah non, je ne peux pas le dire parce qu'il va avoir des problèmes. Mais c'était en 75, donc j'espère que la personne n'est pas encore à vendre des billets pour aller en France. Mais il y a plein de choses où c'est vraiment... ils sont très pudiques, très taiseux, et puis ils gardent les secrets. Il y a des choses qui ne regardent pas les enfants, etc. Donc parfois, il faut creuser, et c'est pas toujours simple. Mais bon. Justement, par rapport à ça, est-ce que suite au livre, vos parents parlent plus de leur... Alors, en fait, il me raconte des épisodes en plus, parce que parfois, il me dit, mais est-ce que tu as mis ça dans ton roman? Je lui dis, oui, je l'ai raconté. Et il me raconte, donc il enrichit un petit peu les épisodes. Et c'est vrai qu'il y aurait de quoi faire un tome 2, mais après, bon, je pense qu'il faut aussi passer à autre chose. Mais effectivement, ma mère, beaucoup moins. Alors, elle estime qu'elle a une vie très simple, il n'y a rien à raconter. Je pense aussi que ces gens-là estiment que la vie qu'ils ont vécue, c'est pas du tout une vie extraordinaire. C'est extraordinaire pour nous, parce qu'on voit ça du prisme français, que nous... Enfin, moi, j'ai toujours grandi dans le 19e, jamais de ma vie je quitterai le 19e pour un autre arrondissement. Alors que eux, quitter un pays, un village, un pays, un continent, c'est quelque chose de tout à fait normal. Moi, je dis souvent que Hajar Paris, ce qui est intéressant dans le titre de mon roman, c'est vraiment le trait d'union. Parce que c'est pas, Hajar Paris, on a l'impression que c'est une ligne ferroviaire pour aller d'un lieu à un autre. En fait, non, c'est vraiment quitter un village pour une ville, un monde pour un autre qui est totalement différent, une vie pour en construire une autre dans un pays et dans un continent totalement différent. Donc, eux estiment que ce sont des parcours qui sont totalement normaux pour eux. Quand on vit dans un pays pauvre, eh ben, il faut aller tenter sa chance dans un autre pays pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais nous, qui sommes français, c'est pas aussi simple pour nous. Voilà. Donc, je pense que c'est aussi ça, c'est qu'ils estiment qu'ils ont des parcours qui sont tout à fait normaux et qu'il n'y a rien à raconter, en fait. Voilà. Votre père, il a accueilli le livre comment? D'abord, vous êtes sa fille, il est vu par sa fille, en fait. C'est plus votre vision. C'est ça. Que lui, ce qu'il a vécu. Exactement. Moi, au début, je trouvais que c'était pas important qu'il lise le roman parce que c'était son histoire. Mais en fait, au fil de l'écriture, et quand j'ai relu mon roman, je me suis rendu compte que c'était son histoire, mais à travers le prisme de sa fille, et que finalement, c'était une histoire qui était totalement différente. Il y a des choses qui sont totalement simples, normales pour lui, et qui ne le sont absolument pas pour moi. Et donc, souvent, dans les interviews, les gens insistent en disant « Vous aimez beaucoup votre père ». Mais bon, alors déjà, c'est mon père. Puis en plus, c'est un très bon papa pour le coup. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai très envie qu'il lise le roman parce que j'ai envie qu'il voit comment nous, ses enfants, on voit son parcours, comment on est reconnaissant aussi de ce qu'il nous a apporté. Parce que ma vie aurait été totalement différente si j'étais née à Hajar. Là, vraiment, moi, je suis gâtée par la vie. Honnêtement, je suis née à Paris. J'ai grandi à Paris. Je n'avais pas de difficultés à l'école. Donc, je n'ai pas eu de difficultés dans ma scolarité. J'ai un travail, j'ai un appartement. Vraiment, j'ai une vie qui est très, très simple, très facile en quelque sorte. Et si j'ai eu cette vie-là, c'est grâce à mon père. Moi, j'ai des cousines qui vivent au Sénégal et qui adoreraient venir vivre en France. Voilà. Et moi, si j'ai eu cette chance-là, c'est parce qu'un jour, il y a un homme qui a seul décidé de quitter ce village et de tenter sa chance en Europe. Donc, ce serait très intéressant qu'il lise son roman parce que c'est très important pour moi qu'il voit combien on est reconnaissant déjà de ce qu'il a fait, combien on mesure le parcours qu'il a
qu'il a eu pour arriver jusqu'ici. Et comme c'est extraordinaire qu'ils acceptent l'idée que ce soit quelque chose d'extraordinaire, vraiment. Et votre roman, c'est pas possible de le traduire en arabe? Si, c'est possible. Faut qu'il y ait une maison d'édition qui l'achète. Alors pour le moment, ça n'a pas encore été fait, mais on ne désespère pas que ce soit fait. Et du coup, vous êtes seul à inciter à le lire ou tous les 10 là, les enfants, et incitent fortement Alors, tous mes frères et sœurs ne l'ont pas lu. Ah, déjà. Ouais. Non, mais alors au début, ils me disaient je peux pas le lire parce que le début c'est le décès de la grand-mère et moi je peux pas, etc. Donc j'étais très compatissante. Je disais ça, t'as raison, il faut que tu fasses le deuil, etc. Mais en fait, c'est juste qu'ils aiment pas lire et je leur ai dit vous sautez les pages et vous lisez mon roman parce qu'il faut pas déconner quand même. Mais il y en a qui l'ont lu et en fait ceux qui ne l'ont pas lu, c'est ceux dont j'aurais pu penser qu'ils le liraient parce que c'est des gens qui n'ont pas de difficulté à lire. Mes frères, par exemple, n'aiment pas lire. Et ben, ils ont fait l'effort de lire mon roman jusqu'au bout. Et ça m'a énormément touchée parce que vraiment, en plus, ils n'y croyaient pas et c'était un délire pour eux. Et ils ont fait l'effort. Et il y en a certains qui ne l'ont pas lu. Mais je leur dis tous les jours, ne vous inquiétez pas. Chaque fois, je leur lance des pics parce qu'il y a des gens qui font partie de ma famille qui n'ont pas lu mon roman. Alors que la terre entière a lu Hadjar Paris. Voilà. Mais certains l'ont lu, d'autres non. Ils sont vraiment ingrats. Franchement, c'est de l'ingratitude. Moi j'ai une question. Oui. J'étais surprise sur le passage où vous racontiez le mariage, Oui. comment ça s'est passé et tout, parce que moi je sais que moi je suis mauritanienne. Ah. Donc le fait de poser ce genre de questions à mes parents, c'est inimaginable. Ah non, mais moi, mon père, quand je lui ai posé la question, il m'a dit ah non, non, je ne parle pas de ça. Donc, ça fait partie des choses qui ont été un peu romancées. D'accord. Alors, moi, je sais que les familles de mes parents se connaissaient et que mon grand-père maternel a dit à ma mère j'aimerais bien que tu te maries avec lui, j'aime bien sa famille, c'est quelqu'un de bien. Ma mère ne voulait pas. Et après, elle dit qu'en fait, elle voulait tellement faire plaisir à son père qu'elle a fini par épouser mon père. Et elle dit maintenant, je suis folle de ton père. Il paraît que l'amour, ça vient avec le temps. Je ne sais pas si elle dit ça pour... Moi, j'ai 36 ans, je ne suis pas mariée. Et elle me dit, rencontre quelqu'un, même si tu ne l'aimes pas, au bout d'un moment, tu vas l'aimer. Donc, mais donc, il y a plein de choses que j'ai dû romancer parce que mon père ne voulait pas m'en parler. On ne peut pas entretenir ce genre de conversation. Exactement. Quand j'ai posé des questions sur le mariage coutumier, le manio compé, la chambre, etc., mon père me disait, mais pourquoi tu veux parler de ça? Ça ne te regarde pas. Ça, vraiment, mais je pense que c'est des questions de pudeur. Et du coup, j'ai demandé à mes sœurs qui avaient vécu déjà l'expérience, et c'est grâce à elles. Mais c'est vrai que la question du mariage, ce n'est absolument pas mes parents qui m'en ont parlé. Je comprends aussi parce que vous êtes né et grandi à Paris, donc vous avez eu ce courage-là, mais moi qui ai né et Ouais. grandi... Oui, non, mais je comprends. Ouais, c'est dommage. Ouais, non, non, mais c'est... Oui, non, non, ils ne voulaient pas que j'en parle. Voilà. Non, mais ça, c'est vraiment des questions d'amour. Moi, quand j'étais petite, quand il y avait deux personnes qui s'embrassaient à la télé, mes parents changeaient de chaîne. C'était vraiment le truc, on ne parle pas de ça. C'est un peu vraiment le sujet tabou. Mais en même temps, je ne pouvais pas passer... je n'allais pas dire... Et un jour, il se maria et eu beaucoup d'enfants, point. Et passer... Voilà, il fallait quand même que je raconte cet épisode. Et puis, je trouve que aussi, c'est très important de raconter... C'est une manière aussi pour moi de raconter la culture de mes parents, comment ça se passe un mariage. Dans notre culture, il y a vraiment tout un cérémonial. Mais oui, c'était un des sujets un peu sensibles.